On a les marges bénéficiaires qui sont très très hautes comparées à d'autres business. Je sais que sur Amazon, on peut être aux alentours de peut-être 20%, quelque chose comme ça. Ouais. Là, sur les SaaS, je veux dire qu'on peut être entre 30 et 80. Nous, par exemple, on se situe dans les 60%. Donc, juste pour donner un peu d'historique, Loïc a été le premier assistant sur Osei TV, de tout en bas, et puis tu as monté jusqu'à être maintenant CEO de Osei TV. En fait, c'est la personne juste en dessous de moi qui prend la plupart des décisions, qui gère beaucoup du business Osei TV. On a des business qui sont récurrents, on a des business qui sont hautement scalables et hautement automatisés. Et en plus de ça, avec des grosses marges bénéficiaires. C'est un peu le endgame, c'est les business web qui vont se revendre le plus cher de tout ce qu'on peut commencer. En fait, on prend les profits du premier qui nous rapporte plus ou moins 120 000 par an et on prend les profits de celui-ci pour développer un deuxième et maintenant un troisième. Alors aujourd'hui, on va faire un podcast dédié à la création de SaaS et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Loïc qui est mon associé donc sur la partie SaaS. On a déjà 3 SaaS à notre actif plus une Chrome extension qu'on avait fait pour la chaîne et au-delà d'être mon associé, c'est également un ami de longue date et donc c'est un grand plaisir, un honneur pour moi de t'avoir sur ce podcast. Et donc l'idée aujourd'hui, ça va être de vous partager qu'est-ce que c'est qu'un SaaS, en quoi c'est une opportunité et puis comment ça se passe concrètement la construction d'un SaaS de l'intérieur. Alors je vais déjà te laisser te présenter, nous dire qui tu es, quel âge tu as, d'où tu viens, où tu vis, enfin un petit peu le package. Ok, donc moi c'est Loïc, ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble maintenant sur Osei TV. Je t'ai aidé à faire, je pense, pas mal de choses, à faire grossir la chaîne. J'ai 30 ans, je viens de Belgique, mais j'habite en Norvège, peut-être plus pour très longtemps. Et maintenant, il y a maintenant ça 2 ans et demi, on s'est lancé sur des SaaS. Donc, j'ai une idée de ça, je suis venu te voir. Et tu as gentiment accepté de m'aider et tu as gentiment accepté qu'on s'associe sur le projet. Et maintenant, le but, c'est qu'on lance plusieurs SaaS ensemble et qu'on fasse une grosse entreprise au niveau de tout ce qui va être logiciel. Donc, juste pour donner un peu d'historique, Loïc a été le premier assistant sur Osei TV. Ouais, je suis parti d'en bas. Ouais, de tout en bas. Et puis, tu as monté jusqu'à être maintenant CEO de Osei TV. En fait, c'est la personne juste en dessous de moi qui prend la plupart des décisions, qui gère beaucoup du business Osei TV. Le day-to-day, c'est beaucoup ce que je fais. Ouais, clairement. Et du coup, quand tu as eu l'idée de vouloir lancer des SaaS, c'était tout naturel pour moi que de te suivre sur ce projet, déjà parce que j'aimais travailler avec toi. Ouais. Mais en plus de ça, c'était aussi une façon pour moi de te renvoyer l'appareil. Tu as été vraiment très important dans la construction d'Osei TV. En fait, il y a beaucoup de choses clairement qui ne seraient pas là sans toi. Donc, pour moi, c'était absolument naturel de le faire et je suis très content de faire cette aventure des SaaS parce qu'en plus c'était quelque chose qui me passionnait, qui m'attirait juste par faute de temps et d'avoir quelqu'un qui allait avoir l'énergie comme toi, je le faisais pas encore. Donc déjà, est-ce que tu vas pouvoir commencer par expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un SaaS, qu'est-ce que c'est concrètement? Et puis ensuite, on verra en quoi c'est une opportunité. C'est jamais super simple de l'expliquer, mais je vais faire de mon mieux le plus court possible. Donc, un SaaS, c'est Software as a Service. Donc, globalement, c'est un logiciel qui est accessible 100% en ligne et qui est généralement vendu par abonnement et de manière mensuelle ou annuelle. À l'inverse, à l'époque, on avait des logiciels qui étaient téléchargeables et il fallait les mettre à jour, etc. Et donc, en fait, les SaaS avaient un peu remplacé tout ça. Donc, l'idée, c'est qu'ils sont disponibles en ligne à tout moment. On peut juste se connecter sur la plateforme et les gens paient de manière mensuelle. Donc, c'est un très bon business parce qu'en fait, les gens paient de manière récurrente. Ouais. Donc, une fois qu'on convainc un client une fois, il va peut-être rester avec nous de 6 mois, des fois plusieurs années. Donc, en fait, on construit plutôt que de faire des ventes de manière one-off, qu'on peut le faire avec Amazon. Donc, chaque mois, en fait, le chiffre d'affaires ne fait que monter. Donc, tant qu'on fait des efforts, en fait, ça monte petit à petit jusqu'à ce qu'on arrive à des très belles valuations de SaaS. Ouais. Pour ceux qui voudraient avoir des exemples, est-ce que tu peux nous partager les SaaS qui sont les plus utilisés? Oui, on peut donner quelques exemples de SaaS très connus. Donc, Slack, c'est un outil de communication d'entreprise. On a Trello, que beaucoup de gens ont utilisé dans le passé et que toujours j'utilise maintenant. C'est un outil de gestion de tâches. Voilà, je pense qu'on l'a utilisé au début sur TV. Maintenant, on est passé sur autre chose. On a par exemple Mailchimp, donc, qui est un outil d'envoi d'email, de gestion de base de données d'email, etc. 2 très connus qu'on présente souvent sur la chaîne, Helium 10 et Jungle Scout, qui sont des produits qui, à la base, sont des recherches qui permettent la recherche d'opportunités sur Amazon et qui maintenant, en fait, viennent gérer tout le business Amazon de A à Z, que ce soit le PPC, la gestion des commentaires, enfin, ça fait à peu près tout sur... C'est souvent ça, les SaaS, ça commence par un service, une solution pour un problème, exact. Et puis ensuite, ça devient un couteau suisse de plusieurs problèmes. On a Loom qu'on utilise beaucoup aussi, Typeform qui permet de récupérer des formulaires. Donc, il y a vraiment tout un éventail. Ouais. Dans les SaaS français, par exemple, on peut citer peut-être Doctolib. Donc, il y a un très gros SaaS français qui permet la gestion de prise de rendez-vous pour les docteurs. Je ne sais plus quelle est la valuation exacte, mais c'est un truc énorme. C'est un milliard. Je sais plus exactement, mais c'est très haut. C'est très, très haut. Et on a Mindeo qui a été lancé par Yomi Denzel, qui est un autre YouTuber et qui est un peu l'équivalent de Jungle Scout ou Helium 10, mais plutôt pour le dropshipping ou l'e-commerce de manière générale. Recherche d'opportunités, recherche de niche, mais pour l'e-commerce et le dropshipping. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
peu importe la thématique, il y a des SaaS pour tout et ça fait partie de notre quotidien. Ça et j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir cliqué sur cette vidéo de SaaS, pas savoir en fait qu'ils utilisent des SaaS au quotidien. En fait, toutes les applications que vous avez en ligne pour lesquelles vous payez un abonnement, et parfois vous ne payez même pas un abonnement. Par exemple, Trello, il y a plein de gens qui l'ont utilisé gratuitement sans jamais payer un abonnement, mais pourtant c'est un SaaS parce qu'il y a un moment où il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de fonctionnalités et ils finiront par payer. Donc c'est un peu ça l'idée. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer en quoi c'est un business intéressant? Donc tu l'as dit un petit peu plus tôt, tu as la récurrence, c'est-à-dire que quand quelqu'un commence à utiliser un outil, la friction pour changer, pour passer d'un outil à l'autre, elle est importante, donc ce qui fait que les gens restent quand même longtemps et payent tous les mois. Donc comme tu viens de le dire, un des plus gros avantages, c'est le fait que les abonnements soient récurrents, etc. Pour moi, ça c'est pas mal de visibilité et c'est intéressant, la durée de vie du client. Exactement, le fait que le client puisse rester très longtemps et de manière récurrente. Ensuite, on a les marges bénéficiaires qui sont très très hautes comparées à d'autres business. Je sais que sur Amazon, on peut être aux alentours de peut-être 20%, quelque chose comme ça. C'est la moyenne. Là, sur les SaaS, je veux dire qu'on peut être entre 30 et 80. Nous, par exemple, on se situe dans les 60%, sachant qu'on n'est pas forcément optimisé et que si on avait plus de clients, notre profit margin serait plus haute. Donc ça, c'est ce qui est également exceptionnel. Ensuite, c'est vraiment très automatisé. On a beaucoup de scalabilité, donc tous les processus sont automatisés à l'intérieur du SaaS. On n'a pas besoin d'avoir des employés en plus, on n'a pas forcément besoin d'avoir des freelancers en plus pour remplir si on prend plus de clients d'un coup, ce ne serait pas un problème, on peut les accueillir facilement. Exactement, c'est un peu la distinction avec quelqu'un qui ferait une agence, par exemple. Exactement, si elle a 100 clients dans son agence, si elle passe de 100 à 1000, c'est la folie. Il y a un blocage. Elle pourrait même pas, il faudrait recruter plein de personnes. Nous, passer de 100 à 1000 clients ou même à 10 000, il n'y a pas de grosse différence. C'est-à-dire que change rien. On va devoir faire peut-être quelques petits ajustements sur les serveurs, mais on parle peut-être de pas grand-chose en travail comparé au fait de recruter peut-être des dizaines et des centaines d'employés. Donc forcément, la scalabilité, l'automatisation de tous les processus à l'intérieur, c'est ce qui est le plus intéressant. Et tout ça amène au fait qu'il y a des très grosses valuations. Donc on a des business qui sont récurrents, on a des business qui sont hautement scalables et hautement automatisés, et en plus de ça, avec des grosses marges bénéficiaires. Donc c'est parmi les business... À la revente, c'est dans les plus intéressants. Et c'est ça qui nous intéresse le plus. On a des business, on peut faire 4, 5, 6 ans de profit, même encore plus haut. On à la revente, les multiples, c'est entre... la moyenne, je crois que c'est 4.3 c'était dernièrement. 4.3, Après, ça dépend vraiment du SaaS. Ça peut aller bien plus haut. On a vu la revente de Loom où c'était, je crois, un fois 20, fois 19, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça dépend du SaaS, mais en tout cas, le prix à la revente est quand même assez élevé si on compare avec d'autres business web. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui fait que c'est très, très intéressant. C'est un peu le endgame. C'est les business web qui vont se revendre le plus cher de tout ce qu'on peut commencer. Donc maintenant qu'on a vu que le SaaS est un business model intéressant, la question suivante que tout le monde se pose, c'est comment on trouve une bonne idée de SaaS à lancer qui soit profitable. Et si tu peux nous partager ce qu'on a pu apprendre en lançant 3 SaaS différents. Quels sont vraiment les conseils principaux? Je pense que c'est un peu la question à 1 million. Comment est-ce qu'on trouve, peut-être même plus. Comment est-ce qu'on trouve une bonne idée de SaaS? Le point principal pour moi, c'est toujours de partir d'un besoin qui existe. Donc, par exemple, pour nous, quand on a lancé notre premier SaaS Podly, moi, c'est un besoin que j'avais en tant que vendeur sur Merch by Amazon, en tant que vendeur print on demand. J'avais besoin de trouver des idées de produits. Sauf qu'en fait, sur le marché, il y a des outils qui existaient, mais ils n'étaient pas bons. Ils ne remplissaient pas ce que je voulais faire exactement. Donc, quand on s'est concerté, on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être créer quelque chose de meilleur. Et c'est de là qu'est venue l'idée du premier SaaS. Une variation de ce qui existait, mais en apportant plus de fonctionnalités, plus de data, plus de granularité. En apportant des nouvelles fonctionnalités qui étaient destinées à t'aider dans ton business. Donc, le besoin existait déjà parce que j'en avais besoin, parce qu'il y avait déjà un marché existant. Donc, on a simplement décidé de créer une variation en apportant plus de fonctionnalités, plus de data pour créer un outil qui était meilleur au final. L'autre option qui existe, ça va être de partir par exemple d'un besoin qui est latent. Donc il n'y a peut-être pas encore de solution sur le marché. Donc là, le 3e SaaS qu'on est en train de lancer, c'est un problème qu'on a rencontré tous les deux sur la chaîne et que je pense beaucoup d'infopreneurs ont. Mais en fait, comme il n'y a pas de produit qui existe, c'est un outil qui va être un peu plus risqué à lancer. Par contre, il y a peut-être beaucoup plus de reward à la clé. En gros, on va arriver sur un marché où on n'a pas de concurrent pour l'instant. Et c'est ça qui va être intéressant. Mais encore une fois, on est parti un petit peu de la même chose. On avait un problème en interne et on l'a résolu. Là, pour le coup, le 3e SaaS, en fait, on l'utilise déjà pour nous et on va le packager sous forme de solution qui va être vendable sous forme d'abonnement dans le futur. Donc, un peu l'idée, c'est de comprendre que soit vous allez lancer
une variation de quelque chose qui existe déjà et de l'améliorer et de trouver un nouveau segment de clientèle grâce à ça, soit de partir d'un besoin que vous avez ou pour lequel il n'y a pas de solution et vous créez cette solution, mais c'est un petit peu plus risqué parce qu'on n'a pas déjà un concurrent qu'on sait qui fonctionne et qui gagne de l'argent. C'est ça. Le marché n'a pas encore été validé d'une certaine manière. Il a été validé pour nous, Par on sait nous, que nous on en a besoin, mais la vraie question c'est est-ce qu'il que va y avoir 10 000 personnes qui en voilà. auront besoin? Ça va être la vraie question. Je pense que oui. Je pense que oui, clairement. Du coup, maintenant, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet et on va voir concrètement comment on construit un SaaS. Et la première chose que se demandent les gens qui vont se lancer dans un nouveau business model, c'est quel budget il faut allouer. Combien ça va leur coûter. Combien ça coûte concrètement de lancer un SaaS. L'éventail, il peut être très très large. On va donner 2 exemples qui nous sont propres parce qu'on a eu des budgets très larges dans nos différents SaaS. Ça peut aller de quelques milliers de dollars à avoir des centaines et des millions de dollars pour les projets avec beaucoup plus de profondeur. Donc ça dépend en fait de quelle profondeur vous allez avoir dans votre SaaS. Si c'est juste une petite fonctionnalité, ça peut coûter beaucoup moins cher que si vous commencez à faire un couteau suisse avec plein de fonctionnalités. C'est ça. Dedans. Donc le premier exemple qui nous est propre, c'est Commentaire. Donc c'est une Chrome extension qu'on a créée qui permet aux vendeurs Amazon en fait de comprendre d'où viennent les commentaires sur les listings Amazon. Et on a créé ça, je pense, pour 1 500 $. Je ne me rappelle plus du prix exact, mais c'était dans cette tranche-là. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas décidé de commercialiser parce qu'on voulait l'offrir gratuit à la communauté, mais on aurait très bien pu le commercialiser. Et à l'heure d'aujourd'hui, on a 3 000 utilisateurs sur cette Chrome extension. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait pu soit vendre en one-shot, soit faire un petit abonnement d'une dizaine de dollars annuels. Ouais, c'est ça, quelque chose de pas trop cher. Peut-être que les gens tous les utilisateurs actifs, les 3000 ne l'auraient pas pris, mais même s'il y en avait, 1000, 1500, en gros, avec 1000 à 1500 $ d'investissement pour créer la Chrome extension, on aurait pu dégager peut-être du 10-15 000 $ par an avec cette petite Chrome extension. Donc, c'est plutôt intéressant. Et pour ce qui est de notre premier vrai SaaS, donc Podly, je pense qu'on a dû dépenser aux alentours de 50 000 $ avant même qu'on commence à rentrer de l'argent. Donc, le développement était beaucoup plus profond. Il a fallu récupérer beaucoup de données. Il a fallu créer... C'était un produit beaucoup plus complexe. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup plus de fonctionnalités d'un coup. On ne voulait pas sortir juste une fonctionnalité. Donc, on a décidé d'aller beaucoup plus loin dans le produit avant de le sortir. C'est aussi pour ça que ça a coûté beaucoup plus cher. Et les 50 000 $, en fait, c'est ce qu'on a utilisé pour lancer le produit. Après, depuis, on a bien sûr réinvesti tous les mois pour pouvoir avoir toujours plus de fonctionnalités pour qu'il soit meilleur. Et je pense qu'on doit être pas loin d'une centaine de milliers de dollars, voire plus, en développement. Donc voilà, ça peut quand même être assez coûteux. Ça dépend encore une fois de ce que vous allez vouloir faire. Et là encore, on a fait des SaaS finalement en étant smart sur nos choix en termes de talent. Parce que forcément, si vous embauchez des gens qui sont en Europe de l'Est ou bien en Inde ou en Afrique, ça va pas être les mêmes coûts que si vous prenez un développeur à San Francisco à 300 000 $ l'année. Vous pouvez vite vous retrouver avec un SaaS qui vous coûte plusieurs millions pour des fonctionnalités qui seraient finalement similaires à ce qu'on a fait pour 100. Donc ça, c'est aussi important de comprendre qu'en fonction de là où vous allez recruter, en fonction de l'équipe, vous pouvez avoir des budgets très différents pour le même SaaS final. Bien sûr, Et on peut aussi ajouter qu'il serait possible de se lancer avec absolument 0 € pour celui qui saurait déjà coder. Après, la réalité, c'est que si vous regardez ce podcast, que vous êtes intéressé par le fait de lancer un SaaS, si vous ne savez pas coder, ça serait qu'une perte de temps que d'apprendre à coder. Et il y a tellement de talents sur cette planète, de gens qui attendent que ça, de coder pour vous, que ça ne sert à rien de perdre ce temps à apprendre à coder. Il faut mieux utiliser votre temps, votre cerveau pour développer votre business, votre SaaS. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait parce que moi, niveau code, je suis en dessous du niveau de la mer. Toi, tu as quelques connaissances, mais même avec ces connaissances, tu as préféré utiliser des talents. Donc, si tu peux nous partager un petit peu comment ça s'est passé d'ailleurs pour trouver des gens qui nous ont codé nos SaaS. Donc, c'est ça. Moi, j'aurais jamais été capable de coder ce qu'on a fait. Là, pour moi, c'est impossible. Je pense que tu en serais capable, mais c'est juste, est-ce que c'est le temps que tu veux allouer non, on n'aurait pas pu faire déployer aussi vite. C'est ça. Ça aurait pris beaucoup trop de temps et j'aurais dû vraiment apprendre et beaucoup plus miser sur mes connaissances. Mais ça n'aurait pas été un choix smart en fait. Donc là, en fait, nous, on va recruter des gens. Ça va être sur les plateformes de recrutement. Donc, on peut citer Fiverr, on peut citer Upwork. Il y en a plein d'autres. Celle qu'on utilise principalement, c'est Upwork. Donc, on va simplement poster une annonce. On va voir les développeurs qui vont répondre à cette annonce. Et alors, moi, ce que je fais toujours, c'est que je recrute quelqu'un pendant 1 à 2 semaines et on lui donne une vraie tâche. On va lui donner une tâche de notre site. Peut-être qu'on ne va pas le publier par la suite. Si c'est pas bon, on ne va pas forcément le publier. Mais l'idée, c'est qu'on va lui donner une tâche réelle et on va voir comment il se débrouille dessus. Donc, par exemple, si on est en train de développer une feature et que justement, on veut voir comment il se débrouille sur quelque chose de concret qu'on va implémenter dans notre SaaS, on lui donne la tâche. Exactement. Et ça va tout de suite nous donner une idée de voir si c'est quelqu'un qui est capable de faire ce qu'on lui demande dans un premier temps. Mais ça va aussi nous donner une idée de son style de travail. Est-ce que c'est quelqu'un qui va correspondre à notre équipe? Est-ce que c'est quelqu'un qui répond rapidement? Est-ce qu'il rend le travail à l'heure, etc. Donc tout ça, c'est hyper important, au-delà du fait qu'il sache coder ou pas. Et bien sûr, on fera vérifier son travail par notre développeur principal qui verra comment ça a été fait. Est-ce que c'est dans la même lignée de ce qu'on fait d'habitude? Et c'est ce qui nous permet en fait d'avoir la sécurité que la personne qu'on va employer sera correcte. Oui, bien sûr, exactement.
Et justement, à l'heure actuelle, on a combien de personnes qui travaillent pour nous? Quelle est la taille de notre équipe pour avoir développé ces SaaS? En fait, ce qui est bien avec le développement, c'est que des fois, des très petites équipes arrivent à faire des très grosses choses. Donc, c'est aussi un des points bénéfiques du SaaS, c'est qu'on n'est pas obligé de recruter et de recruter à tout va. Donc, on a 3 devs qui travaillent sur nos différents SaaS. Donc, on en a 3 pour le moment. Donc, on a 2 personnes qui sont en back, donc qui sont vraiment sur la logique, sur les bases de données, sur tout ce qui ne va pas être visible sur l'écran. Et on a une personne qui est uniquement dédiée à tout ce qui va être visible sur l'écran, ce qu'on appelle le front. On a aussi un designer qui va faire nos sites, donc nos landing pages, il va faire l'UX et l'UI du site. Et alors, on a aussi un virtual assistant qui fait un peu tout, du support. Il va contacter par exemple les affiliés pour nous. Il va tester que les apps fonctionnent bien, etc. Donc là, on a une petite équipe de 5 personnes, plus toi qui dirige le tout. Et moi, à la finance derrière, c'est un petit peu la répartition des tâches finalement. Exactement, ouais. Moi, je suis vraiment dans le day-to-day. Et puis, on a quand même des calls, je pense, une fois par semaine pour réaligner un peu les objectifs, voir si on part sur des bonnes trajectoires. Moi, je vais être plutôt là pour tout ce qui va être vision et finance en fait. Et puis ensuite, toute l'équipe que tu viens de mentionner, eux, ils sont dans l'opérationnel concrètement. Exact. Donc maintenant qu'on a parlé de notre équipe, de combien ça peut coûter de lancer un SaaS, ce qui serait intéressant, c'est de voir un peu la répartition quand on dépense de l'argent. Qu'est-ce qui est le plus coûteux en fait quand on lance un SaaS, les différents postes? Clairement, nous, notre plus gros poste de dépense, ça va être les développeurs, donc le développement, etc. Aussi parce qu'on réinvestit beaucoup. C'est-à-dire que si on devait juste maintenir nos SaaS, ça ne coûterait pas tant que ça. Mais on est vraiment dans une optique de croissance où on compte développer plusieurs SaaS. Donc, en fait, on prend les profits du premier qui nous rapporte plus ou moins 120 000 par an. Et on prend les profits de celui-ci pour développer un deuxième et maintenant un troisième. Et je pense que ça va être ainsi de suite pendant quand même un moment parce qu'on a vraiment des objectifs d'avoir plusieurs dizaines, voire centaines de SaaS peut-être un jour. On n'en sait rien. J'espère. Le deuxième point qui nous coûte le plus cher et qui celui-là n'est pas forcément amené à diminuer, ça va être le marketing. C'est vraiment ça c'est le moteur du SaaS en réalité. C'est ça qui fait qu'on arrive à avoir des nouveaux clients. C'est ça qui fait qu'on arrive à gagner de l'argent et à conquérir des parts de marché. Donc le marketing pour nous, ça se situe au niveau de payer des affiliés. Donc en fait, on va avoir des gens qui vont faire la promotion de nos produits via des vidéos YouTube, via des podcasts, via des newsletters, etc. Mais ça pourrait aussi être des ads, ce qu'on fait un peu moins pour le moment, qu'on fait quand même, mais ça peut aussi être des ads. Donc tout ça, c'est le point marketing qui va avoir pour but en fait d'amener des nouveaux clients dans notre SaaS. Donc ça, malheureusement, on va jamais le couper, on va sûrement l'augmenter dans les années et les mois qui arrivent. Il y a même un moment où la courbe s'inverse entre développement et marketing. On finit par dépenser plus en marketing qu'en développement quand on est arrivé à un niveau satisfaisant en fait de qualité sur le produit. Et à part ça, bon, il y a des coûts qui sont un peu plus minimes. On va parler des hébergements, des serveurs. Honnêtement, pour nous, c'est peut-être autour des 10% de ce qu'on gagne. Même moins, en réalité, c'est pas tant que ça. Et c'est encore un des avantages du SaaS, c'est-à-dire que si vous coupez, entre guillemets, tout dans votre SaaS, que vous coupez le développement, vous coupez le marketing, vous avez un produit qui tourne avec un revenu récurrent qui ne vous coûte presque rien à faire tourner. Donc, et à 90% de marge, une fois que tu as coupé tout. Ensuite, le point suivant que je voulais aborder, c'est combien ça rapporte un SaaS. Donc déjà, tu as mentionné pour Podly que ça nous rapporte 120 000 par an. C'est assez large. Donc $10 000 par mois en lycée. Mais en soi, c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse. C'est comme de se demander quel âge avait Rimbaud. Il n'y a pas de réponse, ça peut être super large, ça peut être quelques milliers de dollars ou comme la Chrome extension sur un truc très simple. Il y a des gens en fait qui vont lancer des petits outils avec une seule fonctionnalité ou une petite Chrome extension et qui vont gagner, je sais pas, $500 en plus par mois et qui seront très contents avec ça. Et ça se trouve, ça va être un truc super stable qui va durer 10 ans. Et à l'inverse, on a des SaaS énormes. On a par exemple Adobe qui est une boîte de SaaS pour les créatifs avec Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, etc. Eux, c'est plusieurs milliards par an carrément. Donc oui, ça peut être très très large et il n'y a pas de réponse à cette question en disant combien rapporte un SaaS. C'est difficile de définir. Ça va être sur quelle niche. En fonction du marché, en fonction du marché, quelle niche vous lancez, combien vous investissez. Il y a une corrélation un peu entre ce qu'on investit et le résultat qu'il va y avoir derrière. Après, parfois, il y a des exemples inverses, des gens qui vont développer un petit truc très simple avec finalement peu de technicité, mais il va y avoir vraiment une grosse demande derrière. Il y a eu pas mal de coups qui ont été faits, notamment quand il y a eu l'avènement de l'AI. Il y a pas mal de gens qui ont fait des SaaS autour de l'AI en utilisant les API en fait, de technologies qui n'étaient même pas les leurs, mais juste en le repackageant d'une façon qui apportait vraiment une utilité au grand public, notamment tout ce qui était photo, de faire des portraits de soi-même avec de l'AI. Eh bien, ça a beaucoup plu. Il y a eu, je sais plus, il y avait une application là, sur téléphone, je me rappelle plus du nom. Il y en a une qui me vient en tête comme ça, pdf.ai. C'est simplement un outil d'analyse de PDF et il rank très bien dans Google. Donc tu uploads ton PDF et puis après tu as une fenêtre sur le côté avec laquelle tu peux parler, tu peux chatter avec le PDF. Je pense que c'est quelque chose qui fait 3 millions par an et c'est un truc très simple. Et niveau technicité, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc c'est pour ça, encore une fois, il n'y a pas de réponse à cette question. C'est très large. Par contre, il y a quand même
des métriques qui sont importantes quand on parle de combien rapporte un SaaS, et je pense que ça serait intéressant. Il y a des abréviations. Si vous commencez à vous intéresser à ce monde-là, vous allez être confronté à ces abréviations. Donc, je pense que ça serait pas mal que tu nous parles Je peux t'en donner quelques-unes. Donc, en effet, il y a plusieurs métriques à connaître. Je pense qu'il y en a une des plus importantes, ça va être la LTV. Donc, ça veut dire Lifetime Value en anglais. Donc, c'est la valeur d'un client moyenne. Donc, combien est-ce que va nous rapporter un client en moyenne qui rentre dans notre SaaS. Donc, à partir du moment où il rentre jusqu'au moment où il sort, en moyenne, combien est-ce qu'il va nous rapporter? Donc, si les gens restent en moyenne 6 mois à $50, ça va la lifetime value de nos clients type va être de $300. Jusqu'à ce qu'il s'en ait. Donc ça, c'est une statistique qui est super importante qu'on nous demande toujours. C'est quoi la LTV de votre SaaS? Ouais, c'est super important à savoir parce que c'est ça qui te permet de voir, en gros, si tu arrives à l'augmenter, ton SaaS prend de la valeur parce que les gens restent plus longtemps et tu commences à gagner plus d'argent. Il y a un autre point vraiment important à savoir, c'est le churn. Donc ça, en fait, c'est le pourcentage de clients qui s'en vont tous les mois. Donc par exemple, imaginons qu'on ait 100 clients, il y en a 2 qui s'en vont tous les mois. Notre churn serait d'environ 2%. Donc ça veut dire qu'il faut que le churn soit pas trop haut. Et il faut toujours qu'il soit en dessous du pourcentage de clients qu'on ramène tous les mois. Sinon, en fait, notre SaaS ne fait que descendre. Perdre en revenus mensuels. Et en le fait, but d'un SaaS, c'est de monter. Ces deux choses-là sont super intéressantes parce que c'est plus facile et plus intelligent économiquement de garder un client plutôt que d'aller en rechercher des nouveaux. Bien sûr, bien sûr, il faut faire les deux, mais c'est des stats qui sont plus simple de garder un client que d'en amener un nouveau. Ça coûte cher d'amener un nouveau client, bien sûr. Ça. Donc, c'est important de les garder et c'est des statistiques sur lesquelles on a vraiment nos yeux rivés. Et c'est super important d'avoir un churn assez bas parce que si on a un churn qui est très haut, si les gens s'en vont, c'est qu'il y a un problème dans le SaaS et qu'ils sont pas contents. Et donc en fait, c'est un indicateur qui nous dit ce que vous faites est pas bon, le logiciel ne vaut pas ce qu'il vaut et les gens ne restent pas. Donc voilà. C'est quoi les targets en termes de churn, en termes de pourcentage? Il faut toujours être au moins en dessous de 10%, à moins d'être sur des cas très spéciaux, mais en dessous de 5%, ça commence à devenir bien et très bien entre 1 et 3%. Je pense qu'on est dans ces eaux-là. Nous, je pense qu'on est entre 5 et 10%. Ok, donc on est correct. Ouais, on est correct. On pourrait être mieux, mais on est correct. Ensuite, il y a un autre point qui est important, c'est le MRR. Donc, ça va être le Monthly Recurring Revenue en anglais, donc le revenu mensuel récurrent. Donc, en fait, ça va être notre chiffre d'affaires mensuel par mois. Donc, imaginons qu'on ait 100 clients à $50, on aurait un MRR de $5,000. Et donc, en fait, tous les mois, on a $5,000 de chiffre d'affaires qui tombe. Et on peut aussi parler du ARR, donc Annual Recurring Revenue, revenu récurrent annuel. Donc, en fait, c'est simplement le MRR x 12. Donc, $5,000 l'année, ce serait $60,000 sur un SaaS. Et ça, c'est des stats aussi qui sont importantes parce que ça permet de savoir qu'est-ce que rapporte le SaaS et pour estimer la valuation à la revente. Bien sûr. Ces 4 critères qu'on vient d'indiquer, c'est vraiment ce qu'on va te demander en premier. Bien sûr, Ensuite, le point suivant que j'aimerais qu'on partage, c'est comment trouver ses premiers clients. Une fois que tu as ton SaaS qui a été créé, tu penses pouvoir répondre à un besoin. Comment tu trouves des gens qui vont mettre la carte bancaire et qui vont souscrire en fait à ton service? Bien sûr, nous, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a été chercher une technique marketing qui nous paraissait assez logique parce qu'en fait, on le faisait déjà sur la chaîne. Toi, tu fais déjà la promotion d'autres produits via ta chaîne YouTube, que ce soit Helium 10, que ce soit Jungle Scout, etc. Donc, tu faisais la promotion de ces produits-là. Donc, on s'est dit, il doit y avoir des youtubeurs qui doivent faire la même chose pour notre produit, ça doit être possible d'en trouver. Donc c'est ce qu'on a fait, on a cherché en fait tous les influenceurs qui pouvaient parler de print on demand sur le web, donc sur YouTube. Et dans toutes les langues, on ne s'est pas limité parce qu'on est francophone de base, mais on ne s'est pas limité du tout à ça. On ne s'est pas limité au marché francophone, donc on a des gens qui parlent en anglais, on a des gens en espagnol, on a des gens en allemand, en arabe, en thaïlandais. On a vraiment tout un éventail en fait de gens qui parlent de print on demand dans leur propre marché à eux. Et on leur a demandé en fait de faire des vidéos de nos produits. Simplement de dire voilà comment est-ce qu'on trouve un produit en print on demand grâce à Podly. Et alors c'est pas forcément une promotion placée comme on peut le voir avec je sais pas moi NordVPN ou des trucs comme ça. C'est vraiment utiliser le produit de A à Z pendant toute la vidéo. Et c'est ça en fait qui convainc vraiment les gens de se dire ce produit-là il est utile et je vais m'abonner. Et ça a clairement été le plus gros levier de croissance. Ça a été vraiment le point d'inflexion. C'est pas toujours facile par contre, parce que parfois ils ont déjà des contrats avec d'autres SaaS. Même parfois en off, ils vont nous dire votre SaaS il est meilleur, mais eux ils me donnent un plus gros cachet, etc. Donc ça peut être compliqué. Donc il a fallu négocier parfois pour justement que certaines personnes mettent en avant notre SaaS. Et ça, on a dû déloger d'autres produits. On a dû déloger. Donc ça c'est un peu les arrières d'un SaaS. Et en fait, c'est ce qui a été presque le plus compliqué dans le fait d'arriver à... C'est pas toujours le développement. Des fois, c'est vraiment le marketing qui est entre guillemets le plus difficile parce qu'on est sûr de rien et il faut se lancer et y aller. Donc, Et de convaincre finalement des gens qui, depuis des années, faisaient la promotion d'un autre SaaS et de commencer à travailler avec ton produit, de leur changer leurs habitudes, ça c'était un peu compliqué. Et comment ça se passait? Parfois, c'est donc une enveloppe qu'on donne pour que la vidéo soit faite, mais parfois, il y a des gens simplement,
gens, ils aiment notre SaaS et ils vont d'eux-mêmes faire. Nous, on a eu plein de promotions gratuites. Exact, Il y a beaucoup de gens qui arrivent à utiliser notre SaaS à qui on n'a jamais rien demandé. Ils sont inscrits de manière automatique au programme d'affiliation par eux-mêmes. Et ils reçoivent des commissions tous les mois et pourtant on leur a jamais rien demandé. Après, bien sûr, on les a contactés, on leur a proposé de les aider pour créer du meilleur contenu, mais ils sont venus d'eux-mêmes. Et donc les deals, c'est soit on paye, encore une fois, on fait un cachet, soit ils font uniquement de l'affiliation, c'est-à-dire que en faisant la vidéo, il y a des gens qui cliqueront sur le lien en dessous de leur vidéo et donc ils auront une commission qui leur sera rétrocédée par la suite. Ou alors on a un exemple avec quelqu'un où on a un contrat annuel, un des plus gros youtubeurs dans ce domaine aux États-Unis, et là c'est encore différent. Mais c'est intéressant de partager ça parce que je pense que les gens, quand ils vont vouloir créer un SaaS, ils vont se dire la plus grosse problématique, c'est de trouver les développeurs, de développer le truc. Et finalement, le plus gros point d'inflexion... faire connaître son produit, c'est plus dur que de le développer, bien sûr. C'est le plus dur. C'est vraiment ce à quoi on s'est heurté. D'ailleurs, je pense qu'on peut parler un petit peu des erreurs qu'on a pu faire avec le premier SaaS, puisque là, au moment où on fait ce podcast, on n'a qu'un SaaS qui est réellement actif en vente, qui rapporte de l'argent. Il y a un deuxième qui va arriver là dans les semaines. On est presque... Et le troisième qui devrait suivre. Donc, pour l'instant, le premier SaaS qu'on a lancé, on a fait quand même quelques petites erreurs. La première, c'est au niveau du fait de parler au client final. Ça, je pense qu'à refaire, je pense qu'il y a une erreur de casting. On en parlait un peu plus tôt. On a un peu choisi la mauvaise niche. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a une erreur de casting sur le fait qu'on ne peut pas parler au client final. Donc, le client final, pour donner un peu plus de contexte dans le print on demand, surtout sur Amazon, c'est en fait Amazon le vendeur final. C'est-à-dire qu'à aucun endroit, il est marqué, par exemple, Loïc, vendeur Merch by Amazon. Non, c'est Amazon qui vend le produit. Donc tout ça, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir l'adresse email de l'utilisateur final. Donc on ne peut pas les contacter directement. Alors que, par exemple, si vous faites un SaaS pour YouTube, c'est facile de trouver l'adresse email ou du moins le support de n'importe quel YouTuber de cette planète. On peut contacter, on peut lui envoyer un message. On peut même laisser un message en commentaire. Oui, c'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Alors que là, on targetait une audience de personnes qu'on ne peut pas contacter. Donc première erreur, si vous devez faire un SaaS, assurez-vous que le client final, contactez vos clients finaux. Entrer en interaction d'une manière ou d'une autre avec. Et la deuxième erreur, vraiment encore une fois sur le choix de la niche, mais c'est pas un business qui est si développé que ça. Ça reste un business qui est encore un peu niche, surtout par rapport à Amazon FBA, par rapport à YouTube. C'est-à-dire que le marché total est assez petit. Et quand il y a plusieurs acteurs sur le marché qui doivent se séparer, en fait, ce gâteau qui est vraiment pas si grand que ça, on en arrive au fait qu'à un moment donné, on est bloqué niveau croissance. Et c'est pour ça qu'on a décidé de pivoter et en fait de prendre le SaaS qu'on avait déjà créé, prendre un peu cette infrastructure-là, tout ce qui va être design, tout ce qui va être un peu logique du business derrière et de le pivoter sur YouTube. Donc on a pu réutiliser beaucoup d'éléments et on a pu lancer un deuxième SaaS TubeRocket qui est plus complet techniquement mais qui a coûté moins cer parce qu'on avait déjà lancé le premier. En fait, on a déjà fait beaucoup de travail. Que les gens comprennent, c'est qu'avec le premier SaaS, la compétence qu'on a apprise d'un point de vue technique, c'est le fait de collecter de la data et de la reformuler d'une façon qui soit digeste pour nos utilisateurs. Exactement. Et donc, en fait, ces mécanismes de collecte de data, on le fait sur Amazon, mais ensuite, assez facilement, on l'a fait sur YouTube et on pourrait le faire sur 1000 trucs différents. Et donc, c'est un peu là-dedans qu'on se professionnalise, c'est sur ce fait de collecter, agréger et redistribuer sous une façon qui soit exploitable la data. C'est ça notre grosse valeur. Et on va pouvoir le répliquer à plein de secteurs différents. Et je dirais que la troisième erreur qu'on a faite, c'est également le client cible. Ceux qui font du print on demand, c'est souvent des gens avec des tout petits budgets parce que justement, c'est même pas encore des gens qui veulent faire du e-commerce avec des produits physiques. Ils veulent pas acheter de stock, ils veulent juste uploader des designs. Donc, on a fait toute une vidéo là-dessus sur qu'est-ce que c'est que le print on demand. Mais grosso modo, c'est le fait de créer des designs que vous allez uploader sur une plateforme, notamment Amazon. Et uniquement quand un client va acheter le t-shirt, eh bien, ce design va être imprimé sur le t-shirt puis expédié au client final. Exactement. Et donc, on parle à des gens qui veulent vraiment rien dépenser pour lancer leur business. Et donc, même un SaaS, ils veulent essayer de faire 100. Et donc, c'est des gens qui veulent lancer un business avec zéro et qui ne sont pas vraiment prêts à dévancer, pas prêts à investir dans du stock. Donc, en fait, un outil même pas cher comme le nôtre, pour eux, c'est déjà trop cher. Donc, encore une fois, erreur de casting sur la niche. On a fait une erreur de casting, mais on a énormément appris et on a développé une technologie qu'on peut utiliser dans ce nouveau SaaS. Et puis... l'erreur de casting qui rapporte quand même $120 000 par an. Oui, c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'on s'en sort quand même plutôt pas mal par rapport aux erreurs qu'on a pu faire. Et puis, surtout, ça nous permet d'en développer derrière. Donc, c'est ça qui est génial. Là, pour l'instant, en fait, les revenus du premier SaaS nous permettent de développer les autres. Et en soi, si on voulait le revendre demain,
possiblement, on peut déjà faire un exit peut-être de 300 à plus de 300 000 $. Ouais. Ça reste très correct et on a beaucoup appris en chemin. Et surtout, on a vu la puissance, les opportunités qu'il peut y avoir avec le SaaS. Donc, c'est une erreur, mais c'est une erreur qui est OK pour moi. C'est une erreur qui est OK, ouais. Donc maintenant qu'on vous a partagé nos erreurs en toute transparence, et encore une fois, erreur entre guillemets, puisque ça rapporte de l'argent, on va terminer la vidéo avec nos objectifs. Donc quels sont nos objectifs futurs avec cet univers de SaaS qu'on est en train de développer? Ouais, donc ce qu'on va vraiment faire là, c'est réutiliser les profits du premier SaaS pour créer d'autres SaaS. Donc on a déjà créé un deuxième qui est sur le point d'être lancé. Le troisième est en cours de lancement, en cours de création. Donc voilà, on va simplement continuer à créer d'autres SaaS, prendre les profits de ceux-ci et à chaque fois les réinvestir jusqu'à ce que la balle devienne assez grosse pour qu'on puisse vraiment se payer confortablement. Et notre objectif final, ça va vraiment être d'avoir un portefeuille de différents SaaS, peut-être une dizaine à un moment donné, qui peuvent rapporter dans le million, peut-être même jusqu'à 10 millions d'euros par an. Là, l'objectif pour 2025, c'est clairement de faire au moins un x5 à x10. Sachant que, encore une fois, on a une technologie qui est réplicable, qu'on peut passer d'un segment à un autre assez rapidement. Donc, le premier était un peu capé, comme on l'a expliqué dans nos erreurs. Le deuxième n'est pas capé du tout. Il y a vraiment énormément de clients qu'on va pouvoir toucher. Et le troisième aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme on a pu réutiliser beaucoup de technologies, le deuxième nous a coûté beaucoup moins cher que le premier. Et peut-être que le troisième sera encore moins cher, que le quatrième encore moins cher. Et à un moment donné, ça va devenir tellement rapide de lancer un SaaS qu'on va pouvoir se lancer sur des marchés de manière très rapide et juste tester pour voir si le marché vaut la peine ou pas. Ensuite, le point suivant que j'aurais aimé qu'on partage, c'était nos sources d'inspiration et qu'est-ce qui nous a poussé à se lancer en fait dans cet univers du SaaS et à s'associer. Personnellement, moi j'ai fait pas mal d'autres business par le passé. Donc, j'ai fait du print on demand, j'ai fait pas mal d'e-commerce et c'est des business qui m'ont pas toujours stimulé. C'est-à-dire qu'après un moment, je m'ennuyais un peu et puis le business arrêtait de grossir. Ça peut être un peu redondant. Ouais, c'est ça. Il y avait un peu de routine qui s'installait et puis c'était plus forcément challengeant. Alors que là, quand on commençait à travailler sur le SaaS, je me suis très vite rendu compte que c'était en tout cas pour moi hyper passionnant. On a vraiment ce truc où en fait ça me tient en haleine tout le temps. Il y a tout le temps des choses différentes à faire. C'est vraiment très multicasquette. Donc un jour je vais travailler à fond sur le marketing. Un autre jour il va falloir travailler sur des défis un peu plus techniques avec les développeurs, etc. Donc c'est vraiment touche à tout. Et pour moi qui suis un peu un couteau suisse de manière générale, ça me convient parfaitement et ouais, je m'ennuie pas en fait. C'est pour ça que je me suis lancé dans ça. C'est beaucoup plus passionnant que d'autres business, de mon point de vue. Ouais, clairement, te connaissant personnellement, c'est vraiment le business model qui est fait pour toi en fait. En termes d'inspiration, qui tu as eu comme inspiration? On a une inspiration commune, je pense. On en parle assez souvent parce qu'il nous impressionne tous les deux. On s'envoie souvent des screenshots de ces tweets. De ces tweets. C'est levels.io, Peter Levels sur Twitter. Et lui, je pense qu'il a une dizaine d'apps là, qui lui rapportent plus ou moins de l'argent tous les mois. Et pour un revenu total par an d'environ 3,5 millions, quelque chose comme ça. C'est énorme parce qu'en fait, il est tout seul. Ou alors, il a une toute petite équipe. C'est-à-dire qu'il prend juste des freelancers. Ouais, il a juste des freelancers à droite, à gauche qui viennent un peu l'aider sur des tâches ponctuelles. Et en fait, il est tout seul, il fait 3 millions par an. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui fait ça. Il y a des CEO de boîtes qui travaillent 80 heures par semaine et qui ne font pas la moitié de ce qu'ils font. Donc, il est génial. Moi, je l'adore. C'est surtout des CEO qui travaillent avec des équipes énormes et qui font pas la moitié de ce qu'ils font. Non, c'est sûr. Donc, c'est pour ça que c'est un peu de chiffres, en tout cas. Ouais, c'est un peu le GOAT pour nous. Il est vraiment très, très intéressant à observer. Et il a plein de tweets qui sont super pertinents. Enfin, c'est quelqu'un qu'on apprécie tous les deux. D'ailleurs, qui te suit sur Twitter. Oui, qui me suit sur Twitter. Je ne sais pas pourquoi. Si tu sais pourquoi, tu as posté je partage des trucs un peu intéressants de temps en temps. Mais oui, il me suit sur Twitter. Donc, très cool. En francophonie, il y a Guillaume Moubèche aussi qu'on a vu passer sur certains podcasts. De l'Emlist, c'est ça. Donc maintenant, il a créé tout un portfolio de SaaS entre guillemets qui s'appelle l'Empire. Et donc lui, il a des ambitions beaucoup plus importantes. Je crois que son but, c'est d'arriver à une valuation d'1 milliard de son SaaS. Il n'y est pas encore, mais il est vraiment en bonne voie. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il a vraiment... c'est pas comme Levels.io qui optimise plutôt pour son temps et d'avoir un maximum de revenus par rapport à ce qu'il investit en termes d'efforts. Guillaume Moubèche, il est plutôt là pour tout défoncer. Et c'est ça qui est impressionnant avec lui. Donc c'est un peu nos deux exemples qu'on aime bien suivre. J'ai eu d'autres influences bien sûr comme Noah Kagan dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, que je connais bien aussi. C'est vraiment ce qui nous a inspiré, on va dire. Et puis moi aussi une des choses qui m'a donné envie d'aller dans ce monde,
c'est les SaaS que j'ai pu utiliser personnellement dans mon business Amazon FBA, dont après j'ai fait la promotion. Et je me suis rendu compte en faisant la promotion, quand on va dans les affiliates... ce qu'ils pouvaient gagner grâce à toi, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Quand on va dans le dashboard affilié Jungle Scout ou Helium 10, c'est en millions ce que je leur ai rapporté. Ouais. Donc, imagine ce qu'eux ont pu gagner grâce à 10 ou 20 affiliés comme toi. Donc, donc je me suis dit, il y a un énorme business là-dessus sur le SaaS. Et du coup, quand tu m'as proposé ça, avec grand plaisir, je me suis associé avec toi parce que déjà, on avait cette relation de travail depuis des années qui s'est transformée en une relation d'amitié. J'avais vraiment envie de faire quelque chose avec toi en s'associant. Et pour moi, c'est aussi une façon de te renvoyer la balle pour tout ce que tu as pu aider sur Ozai TV. Je te dois beaucoup. Donc, pour moi, c'est une façon de te renvoyer l'ascenseur. Et mon but, et je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est de te rendre millionnaire, voire multimillionnaire. On va y arriver plus ensemble. Je pourrais te rendre riche, plus je serais heureux. Tu vois, c'est vraiment un but de vie maintenant que je me suis lancé. Donc, voilà un petit peu les raisons pour lesquelles... on s'est lancé ensemble dans le SaaS. Dans l'aventure du SaaS, ouais.